Merci à tous pour votre participation et nous avoir rejoints dans ce rituel organisé par 3Com et par Authentis avec une nouveauté à cette rentrée. Il y en a deux même. La première nouveauté, c'est qu'on raccourcit la présentation pour prendre du temps pour vous écouter, pour avoir vos idées, vos remarques, vos réactions, vos questions. Et la deuxième nouveauté, c'est dans ce rituel, et elle n'est pas petite, c'est la participation de Thierry Coulmin. Et écoutez, on va aborder plusieurs sujets. D'abord, on va revisiter le contexte dans lequel s'inscrit notre présentation sur l'identité, la raison d'être. On va vous donner quelques avantages, quelques bénéfices à explorer sa raison d'être et à devenir société à mission. Thierry nous parlera un peu plus, fera un focus sur un pourquoi. Et enfin, nous vous donnerons quelques indications du processus pour devenir société à mission. Nous évoquerons quelques références d'entreprises que nous avons accompagnées sur ce sujet. Nous vous évoquerons aussi quelques ressources et puis il y aura forcément ce temps de partage. Alors, la première chose que nous voulons partager avec vous, c'est la RSE. La RSE, elle est à l'origine, ou alors les travaux sur la raison d'être récents se sont nourris des stratégies RSE qui ont pu être observées depuis quelques années. Alors même si la RSE, elle trouve ses origines dans les années 60, c'est vraiment depuis les débuts des années 2000 qu'on entend parler et qu'elle fait loi dans pas mal d'entreprises. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et qui vise à pousser les entreprises à intégrer dans leurs actions les préoccupations sociales et environnementales, avec une attention toute particulière sur les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, qu'est-ce que c'est? Les parties prenantes, ce sont tous les acteurs qui gravitent autour et ou à côté de l'entreprise. Ce sont les clients, les fournisseurs, les salariés, bien sûr, les institutions, le monde associatif. Et la RSE, elle est devenue obligatoire pour certaines sociétés qui sont cotées, pour les entreprises qui emploient plus de 500 personnes et qui réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et alors, le constat qui a été fait, c'est qu'avec ce recul de RSE obligatoire dans ces grosses structures, c'est que la RSE est nécessairement bénéfique. Il a été constaté, selon France Stratégie, selon son étude, que les entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche sont en moyenne 13% plus performantes que celles qui n'ont pas entamé cette démarche de RSE. Et fort de ce constat, le gouvernement, dans le cadre de sa loi Pacte de 2019, qui est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, et qui contient 9 chapitres, a consacré un chapitre entier à la raison d'être. Et a tout de suite modifié l'article 1833 du Code civil en demandant à ce que toutes les entreprises de France, quelle que soit leur taille, quel que soit leur statut, prennent en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Ça veut dire que les entreprises n'ont pas d'obligation en matière de résultats, mais elles ont une obligation dans leurs actions de tenir compte de ces enjeux. Et si elles ne le font pas, eh bien, des parties prenantes peuvent se retourner contre elles et faire annuler des décisions qui seront prises et qui ne respectent pas ces enjeux. Autre nouveauté ces dernières années dans le cadre de la loi Pacte, c'est l'article 1835 qui est un peu un ovni dans l'univers législatif français, puisque cet article de loi n'est pas une obligation, mais une possibilité offerte aux entreprises de s'écrire une raison d'être et de l'inscrire dans son ADN dans ses statuts. Et pour celles qui seront allées plus loin que ce premier niveau d'engagement, qui est de se décrire une raison d'être et de l'inscrire dans ses statuts, la loi permet également de faire publiquement état de sa qualité de société à mission. Pour ça, je reviendrai un peu plus tard sur comment on peut opposer sa qualité de société à mission. Mais juste avant, je laisse Clarence nous faire un focus sur la raison d'être, entre la définition du législateur et de ce qu'elle est dans la pratique concrètement, la raison d'être, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change pour l'entreprise, qu'est-ce que ça change pour les parties prenantes. Clarence, qu'est-ce que c'est que pour toi la raison d'être?
Merci Guillaume. Pour le législateur, on l'a vu, c'est l'ensemble des principes dont la société se dote. Mais concrètement, la raison d'être, c'est une phrase ou un ensemble de phrases qui doit exprimer l'utilité profonde de votre entreprise. Cette expression, elle doit répondre à la question pourquoi l'entreprise existe. Elle est là pour répondre aux attentes de tous en exprimant les finalités de l'organisation, en tout cas les finalités jugées pérennes, celles sur lesquelles on peut se projeter dans la durée. Ça doit être perçu comme un boussole et à la fois comme un garde-fou. Ça ne doit pas être un syncrétisme entre la qualité de vie exigée par les uns et la rentabilité attendue par les autres, mais c'est une rencontre entre les attentes multiples des différents écosystèmes. Alors parlons maintenant brièvement des bénéfices. Les bénéfices à se doter d'une raison d'être sont assez nombreux. On a essayé d'en recenser quelques-uns. L'augmentation de la confiance, l'alignement culturel, on passe d'un collectif d'appartenance à un collectif de conviction. La baisse du turnover parce qu'on s'engage dans la durée, ça motive les salariés, il y a un engagement vraiment qualitatif qui est lié à la raison d'être. Sur le combat des chefs, vous avez peut-être reconnu ça si vous avez fait partie d'un grand groupe, mais c'est des fois le combat des petits chefs en France, c'est bien connu. Donc là, on essaye d'avoir des équipes qui vont au-delà de leurs ambitions personnelles, qui se mobilisent pour des causes qui leur tiennent à cœur sur le long terme. Tout ça, l'idée, c'est que la raison d'être va mettre tout le monde d'accord et va provoquer de l'engagement autour du sens. Enfin, si on veut être prosaïque, il y a d'autres bonnes raisons à se doter d'une raison d'être. Tout simplement, ça marche aussi au point de vue de la finalité financière. Après tout, une entreprise, elle a besoin d'un certain oxygène, de faire du profit, et on n'a pas un match entre valeur et valeur. On a fait une petite vidéo là-dessus récemment. Ce match n'a pas à avoir lieu comme voudraient les détracteurs de l'entreprise capitaliste. Non, on croit que plus on donne de sens, et ben plus on va créer de la valeur, y compris actionnariale, plus on va créer de profits à long terme pour l'entreprise, même si à certains moments, certains sacrifices peuvent être faits sur le court terme. Voilà, on voulait bien préciser ce point. Avec Ensuite, on va une passer… question, Clarence, de Sylvie, Oui, qui demande s'il y a un format optimum pour une raison d'être. Est-ce qu'on doit essayer de condenser les idées ou être très précis? Donc là, cette question est intéressante. Je trouve qu'on peut revenir un petit peu sur la raison d'être, puisque dans sa question, il y a une idée de condensation des idées. Le format, c'est vrai que l'expression, c'est une phrase, un ensemble de phrases. Est-ce que ça doit être long? Est-ce que ça doit être court? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Est-ce qu'on doit résumer tous les principes ou uniquement répondre à la question pourquoi? C'est vrai que sur la bibliothèque, on voit des raisons d'être qui font 10 lignes, d'autres qui font 2 lignes. Est-ce qu'on peut répondre à sa question? À quoi pourrait ressembler une raison d'être? je vais essayer d'y répondre. À mon sens, et je crois qu'on partage un peu cette vision, le format optimum, c'est un format assez court, assez condensé, que les gens puissent mémoriser. Donc la raison d'être, la phrase qui résume la raison d'être doit être assez courte. Elle doit condenser les idées principales pour que ce soit clair, que ce soit compréhensible par tous. Par contre, derrière cette phrase, il doit y avoir des objectifs précis et peut-être un cahier, une méthodologie de la raison d'être qui peut faire plusieurs pages et qui précise les engagements sur lesquels l'entreprise va baser le déploiement de sa raison d'être de façon beaucoup plus précise. Et ensuite, ça, c'est si on fait une démarche à partir d'une entreprise. Mais si à partir du top d'une entreprise, avec du top-down et du bottom-up, il faut aussi du bottom-up dans tous les cas. C'est un autre sujet, on va le voir sur la méthodologie après. Mais dans tous les cas, si jamais on a des filiales qui doivent s'aligner ensuite, elles peuvent décliner la raison d'être
pour que ce soit plus proche de leur activité réelle et que ça ait du sens dans leur activité si ce n'est pas l'activité principale du groupe quand c'est une entreprise qui fait partie d'un plus grand groupe. Voilà ma tentative de répondre. Si Thierry ou Guillaume veulent ajouter quelque chose avant que j'entame la méthodologie. Non, je me permettrais de revenir un tout petit peu sur ça quand on parlera de communication, justement. Très bien. Peut-être juste un élément de réponse, on y reviendra aussi un peu plus tard, mais sur la raison d'être, hein, est-ce que c'est un sujet, ça, qu'est-ce qu'il y aura dedans, ça va être long ou pas long? La question qu'il faut se poser, il y en a deux. C'est l'appropriation par les parties prenantes. Est-ce qu'une raison d'être qui fait 15 lignes est facilement appropriable par tout le monde? Et la seconde, toujours avoir en tête, est-ce qu'elle répond à la question pourquoi? Et dans certaines raisons d'être observées, on voit qu'il y a toute une dissertation avec énormément d'idées intéressantes, mais on commence déjà à répondre comment est-ce qu'on va le faire. Le comment, ça va vraiment être dans les objectifs associés. Ça, je reviendrai tout à l'heure sur le distinguo entre raison d'être et objectif. Et je vois encore des questions. Un groupe de société peut retenir une raison d'être. Un groupe de société, alors une raison d'être est associée. Alors, la raison d'être ou société à mission, parce qu'une raison d'être, dans le cadre de la loi, c'est associé à des statuts, donc à une entité juridique. Alors, effectivement, une maison mère peut porter la raison d'être pour un ensemble de filiales. Je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Clarence. Tout à fait. Mais... Donc, on conseille effectivement un groupe, au lieu d'engager, s'il y a 5 filiales, il y a parfois des petites structures de groupes de 20 personnes, pour des raisons de stratégie, d'image, de seuil sociaux. Les entreprises, les groupes ont plusieurs petites sociétés, ça peut être compliqué d'engager une démarche pour chaque société. Donc, une raison d'être peut être partagée parce qu'elle n'est pas forcément déposée. Donc, elle peut être partagée par plusieurs structures juridiques, sociétés d'un même groupe. Après, la démarche de société à mission, eh bien, elle peut être aussi engagée par toutes ces petites sociétés, mais ça peut être très lourd, mais elle peut être portée par la maison mère. Et dans le comité de mission, on y reviendra tout à l'heure, il peut y avoir des personnes extérieures à l'entreprise. Donc, des personnes qui font partie du groupe, donc qui sont de notre structure juridique. Voilà comment je pourrais répondre. Oui, et puis même en termes philosophiques et non pas là juridiques, quand on reprend la logique d'écosystème dont on parlait, ces écosystèmes ont besoin d'une raison d'être. Et donc là, ce sont plusieurs éléments, qu'ils soient des personnes, qu'ils soient des sociétés, et qui doivent être fédérés, qui peuvent ou doivent être fédérés autour d'une raison d'être, d'engagement. Mais la question, si on tire un peu la ficelle, Thierry, c'est intéressant, c'est de dire, moi je fais partie d'un groupe, alors on va appuyer sur le stylo, on va prendre un grand groupe industriel qui est multi-activité. Est-ce qu'on prend une raison d'être pour l'ensemble du groupe et ensuite elle est déclinée dans toutes les filiales, ou alors est-ce qu'on peut se dire, tiens, pour certaines entreprises, la raison d'être peut être un peu différente? C'est un sujet de discussion intéressant. Ah ben là, on a des réponses sur... on a des réponses. Je veux dire, ce sujet-là a été évoqué par le monsieur avec qui tu as eu un entretien que tu as publié sur Orange. Et en effet, quand on prend Orange, la raison d'être en France d'Orange est une délégation, enfin, c'est pas une délégation de service public, c'est plus un service public, mais tu peux avoir une raison d'être de service public. Par contre, quand tu deviens Orange dans certains pays étrangers, tu n'es qu'un challenger et tu rentres donc dans une raison d'être qui est juste d'apporter, enfin, il le disait mieux que moi, mais qui est juste d'apporter une logique de concurrence. Et tu n'as pas à prendre sur tes épaules tout le poids d'une sorte de service public. Et c'est intéressant parce que là, c'est typiquement la problématique d'Orange. Veux-tu en rajouter 2 mots plus précis, Clarence, sur le sujet d'Orange? Je ne peux qu'un proposer d'aller regarder l'épisode 6 de Purpose Info. J'ai mis le lien en commentaire. Voilà, le cas d'Orange est effectivement extrêmement intéressant parce qu'ils ont fait un énorme processus en faisant participer des dizaines de milliers de personnes dans une co-construction d'affichage, mais le résultat de la raison d'être parle malheureusement assez moyennement à une bonne partie des gens en interne
malgré tout ce travail de co-construction. Donc voilà, pour arriver à quelque chose qui parle aux gens, on a une méthodologie et je vais enchaîner sur la méthodologie. On déroule la méthode et on y revient. Voilà, je pense que c'est important. On y a beaucoup réfléchi à cette méthodologie parce qu'on se rendait compte que, y compris des grands groupes, se fourvoyaient, avaient des raisons d'être banales, désincarnées, et que les collaborateurs, ça les faisait parfois un petit peu sourire de voir ces belles phrases, de ne pas comprendre tous les engagements qu'il y avait derrière, s'il y en avait dans le meilleur des cas. Bref, la méthodologie, elle se base sur 3 modules principaux. Notre premier module, c'est un module de diagnostic qui va nous permettre de vous donner l'identité rêvée de votre entreprise. C'est quelque chose d'assez classique qui peut se faire avec un cabinet de conseil, avec une agence. Une agence va appeler ça la plateforme de marque. Ce module ne nous singularise pas. On essaie de le faire extrêmement professionnellement, mais ce n'est pas notre singularité. Là où on a voulu éviter de reproduire les erreurs qui sont faites la plupart du temps, c'est avec le module suivant, un module d'enquête. Avant d'annoncer publiquement, avant d'entériner la raison d'être, avant d'annoncer les valeurs qui doivent être souvent retravaillées en même temps pour être alignées avec la raison d'être, avant d'annoncer la vision qui doit aussi être retravaillée à notre sens, eh bien, on va lancer toute une série d'enquêtes en interne et en externe pour valider les résultats de ce module diagnostic et rencontrer ce qu'on appelle l'image réelle, quand l'identité rêvée rencontre l'image réelle. C'est un point fondamental pour l'authenticité de la démarche. Et s'il n'y a pas des scores d'adhésion supérieurs à 80-90% au travail qu'on a réalisé au premier module, on reprend le stylo et on retravaille tout ça jusqu'à ce que ce soit vraiment jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une adhésion très forte. Et enfin, un dernier module, pas le moins important, au contraire, c'est le module de mise en place et de suivi pour s'assurer, OK, on a quelque chose d'authentique, mais comment est-ce qu'on l'entérine dans le temps? Et c'est là qu'on arrive aux objectifs, aux engagements de la marque, de l'entreprise en général, à la finalité de l'alignement entre les engagements RH, les engagements marketing et communication, etc. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces 3 modules. On va essayer de rester bref. Mais d'abord, question de Sylvie, justement sur cette première étape. Y a-t-il des clauses de confidentialité lors de ce module enquête? Je te laisse répondre, Clarence. Oui, tout à fait. On fait à chaque début de mission, on fait signer à nos clients une clause de confidentialité. On ne fait pas signer pour tous les intervenants de l'enquête, toutes les personnes qu'on va interroger, on ne leur fait pas signer à chaque fois une clause de confidentialité. On ne va pas jusque-là, mais on explique à tous nos clients qu'on ne révélera pas l'intégralité des conversations qu'on a eues. On va faire un panachage qui permet pour eux d'avoir un retour d'une richesse absolument incroyable et pour les gens avec qui on discute de se sentir en sécurité, de discuter avec des gens externes à l'entreprise et de leur confier l'image telle qu'ils l'ont profondément de l'entreprise en question. Alors, je complète aussi la réponse, Clarence, oui. Parce que la question est intéressante parce qu'il y a la confidentialité, bien sûr, sans clause. De toute façon, il y a une obligation de confidentialité professionnelle. Nous en faisons signer une auprès du commanditaire. Et c'est vrai que souvent, on pense au premier module qui est le diagnostic. L'information que l'entreprise veut garder confidentielle. Mais la question est bonne aussi. C'est vrai qu'au quotidien, on a des confidences des personnes interrogées, que ce soit des membres du personnel, qui souvent, cette enquête est l'occasion aussi pour eux d'exprimer certaines choses, positives ou négatives. Il y a un lieu d'introspection, il y a un jardin secret. Et cette confidence, elle fait partie quelque part de la clause qu'on fait signer dès le départ. C'est l'information descendante et également remontante.
C'est-à-dire que si un salarié nous confie quelque chose, nous disant ça, je ne veux pas que ce soit mentionné, l'esprit de ce que j'ai dit doit être remonté, mais pas le contenu, il est évident qu'on en garde le secret et que si on ne le faisait pas, on ne respecterait pas notre devoir de confidentialité. Et c'est ce qu'attendent aussi les dirigeants. Ils savent très bien qu'ils vont avoir de l'information remontante qui va les aider à formaliser cette raison d'être et pas que. Ça va aider aussi dans leur management, dans leur pilotage. Ils savent bien que si on dévoile toute l'information, on va tuer la démarche et on va y compris griller le manager. Donc, pour répondre à votre question, et je confirme ce que dit Clarence, on ne fait pas signer aux personnes interrogées, mais cette confidentialité rentre dans la clause qu'on fait signer au niveau du commanditaire de la prestation. Exactement. Merci Guillaume pour l'avoir mieux explicité. Donc, pour rentrer dans ce premier module diagnostic dont je vous parlais, on démarre généralement le travail par un audit, un état des lieux. On va analyser tous vos documents de communication internes et externes. C'est ce qui va nous permettre de déceler, par exemple, des problèmes d'alignement. On va trouver cette entreprise qui affiche sur son site internet des valeurs fondatrices sur la partie corporate, croire en un avenir prospère, oser entreprendre, agir stratégiquement. Et puis on arrive sur la page marque employeur et on se rend compte que les valeurs du groupe sont devenues la simplicité, l'humilité dans la relation de travail et la proximité avec le client. Alors, il n'y a pas forcément d'opposition totale entre les valeurs fondatrices et celles qui sont affichées sur la marque employeur, mais forcément, ça questionne quant à l'authenticité du travail qui a été réalisé. Et si on interroge les collaborateurs du groupe, vont-ils répondre sur les valeurs RH ou sur les valeurs corporate? Toute la question est là et c'est en ça qu'il faut, à notre sens, aller plus loin dans le travail et être sûr que l'alignement soit parfait. Phase suivante, on va réviser éventuellement le cahier des charges qui a été fait au début de la mission en fonction de ce qu'on aura trouvé pendant cet audit. On va constituer une instance de pilotage de la démarche suivant la taille de l'entreprise, entre 2 et 10 personnes qui vont s'impliquer plus que les autres. Les personnes qu'on va rechercher, on va rechercher des représentants des différentes directions fonctionnelles et opérationnelles. Pour le fonctionnel, on va chercher à comprendre la marque employeur, les valeurs RH avec la DRH, la maturité de la relation avec les parties prenantes, avec la direction commerciale et la direction des achats. Le brand purpose, l'image de marque, les valeurs corporate avec la direction marketing et communication, l'objet social avec la direction juridique, la stratégie RSE avec la direction du développement durable ou de la RSE, l'identité des différents métiers avec les directions techniques et opérationnelles, et enfin, et c'est très très important, la culture numérique et la façon dont l'information circule avec la direction des systèmes d'information. Forcément, on aura au préalable essayé d'interroger la direction générale sur l'histoire du groupe, sur la vision, sur la mission, sur la stratégie, pour que tout ça soit complet. On finira, pas on finira, tout ça est fait en parallèle, bien entendu. On aura aussi le vécu terrain avec un ou des représentants du personnel, ce qui nous semble absolument fondamental aussi dans la démarche. Et je vais passer la parole à Thierry qui va nous parler un petit peu de cette identité profonde et du prisme d'identité. Oui, ce qui est important dans cet audit et qui est quand même un petit peu différenciant, c'est qu'il faut aller plus loin, enfin il faut aller assez loin dans cet audit, pas forcément d'une façon coûteuse, mais en tout cas ne rien laisser au hasard. Alors moi j'ai la chance de venir de la com et du marketing et en tout cas, c'est mon cursus et donc j'ai plutôt ce prisme d'analyse. Et il est évident que quand on parle d'un audit du type de ce qu'a dit Clarence, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que déjà la com a pu ou non faire une plateforme de marque. Alors, on l'a appelée identité rêvée, cette plateforme de marque, parce qu'elle est un peu issue d'une vision marketing et de communication plus traditionnelle.
il est évident que quand on a un positionnement produit ou un positionnement de marque, etc., eh bien, on a envie de maîtriser notre communication et donc on reste un peu dans des schémas top-down. Donc, à partir de ce moment-là, on a fait une plateforme de marque qui nous a permis de bien mettre en place, c'est un petit peu formel, mais qui permet justement de mettre des garde-fous. Eh bien, on sait notre positionnement, on sait la façon dont on veut communiquer, la proximité qu'on veut avoir avec nos parties prenantes, etc., etc. Donc, si elle existe, évidemment, on ne va pas la réinventer. Elle a été travaillée. On n'est pas là pour refaire le travail qui a été fait, mais on va justement l'intégrer. On va la lire, on va la comprendre. Et puis, on va essayer de voir si elle est cohérente avec d'autres images. Hein. On a l'image que Clarence donnait avec les RH. Donc, dans les RH, on va y attacher ce qu'on appelle la marque employeur. Et cette marque employeur, là aussi, elle peut être un peu top-down avec une vision RH des choses. Mais là, par contre, il faut aussi analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que les gens qui sont soit salariés, soit ont été salariés, soit sont de futurs salariés, et bien maintenant, depuis 15 ans, ils peuvent s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer sur des réseaux sociaux classiques, mais peuvent s'exprimer aussi sur Indeed, hein, ou sur des grandes plateformes de recherche d'emploi. Et du coup, quand on va aller voir une entreprise, eh bien, on a sa notation. Mais on n'a pas que sa notation X étoiles sur 5 étoiles, mais on a aussi les commentaires. Et donc, on a deux perceptions déjà, la perception rêvée du marketing et de la com, de ce qu'est le positionnement de l'entreprise et de ce qu'elle est, et on a une notion de la marque employeur, bien sûr par la RH et la direction générale, mais aussi par l'étude qu'on peut en faire en externe des remontées. Hein. On peut faire du social listening ou plus simplement d'aller voir quelques sites, et ça nous donne déjà une bonne idée. Donc, à partir de ce moment-là, on peut mettre tout ça en lien et ça renforce le disque dont tu as parlé. Mais là encore, ça ne s'arrête pas là. Et là, je ne vais pas faire de redite, mais il faut aller interviewer, il faut avoir des entretiens, mais pas que des entretiens du module 2, des entretiens directement avec tous les services, toutes les directions de services, pour voir leur perception de l'image de l'entreprise. Et c'est la synthèse de l'ensemble qui va nous permettre d'avoir un module qui tient la route et qui va permettre d'asseoir les premières bases. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais faire pour commenter cette slide. Merci beaucoup, Thierry. Je crois qu'il y a une autre question de Sylvie qui est intervenue. Intervenez-vous dès la création des sociétés ou uniquement pour des sociétés en activité? À quel moment adopter une raison d'être est le plus efficace? Alors, on intervient pour les deux, soit à la création, soit pour des sociétés en activité. Pour l'instant, la grande majorité de nos clients, ce sont des sociétés en activité, que ce soit des startups ou des PME ou des ETI. Mais adopter une raison d'être le plus tôt possible est une très bonne chose. Après, ça ne veut pas dire, parce qu'on n'a pas commencé à travailler sa raison d'être à l'origine de son projet, ça ne veut pas dire que le projet ne va pas marcher. Il y a beaucoup d'autres éléments. Mais c'est important pour l'entrepreneur en complément de se poser la question du pourquoi. En complément de ce que dit Clarence, il y a certaines entreprises en création qui nous ont interrogés, qui avaient déjà une idée de leur raison d'être et qui préféraient d'abord avoir démarré, avoir quelques salariés, avoir des relations déjà soutenues avec des parties prenantes avant d'inscrire dans les statuts. Donc, on a tous les cas. On a ceux qui veulent partir dès le départ avec une raison d'être solide et qui soit un socle, un booster pour leur activité. Et puis, il y en a d'autres qui disent non, moi, je préfère encore un petit peu attendre, même si j'ai une idée de ce que je veux écrire. Donc là, ça sera vraiment au cas par cas. C'est vrai que si on veut, ça peut être plus simple de l'écrire dès le départ, parce qu'au moment où on va déposer les statuts, on pourra écrire tout de suite la raison d'être. Il y a une facilité, il n'y a pas besoin de faire l'assemblée générale, il n'y a pas besoin de modifier les statuts, de revenir vers le greffier du tribunal de commerce. Beaucoup préfèrent attendre un petit peu, quelques mois, le démarrage pour s'écrire une raison d'être.
mais il n'y a pas de règle, c'est vraiment au cas par cas. Et l'exercice est totalement différent de toute façon, suivant si c'est une entreprise en démarrage ou si l'entreprise a commencé à grandir. Parce que souvent, le moment où on se pose cette question aussi, c'est quand il y a des grands caps, passer au-dessus des 50 personnes, passer au-dessus des 250 personnes. À ces moments-là, ça change la culture d'entreprise la plupart du temps et on se réinterroge sur ses fondamentaux et ça peut être un bon moment de faire évoluer. Bonne question, Cécile. Voilà. Ça peut être un bon moment pour faire évoluer sa raison d'être. On peut se rendre compte que ce qu'on pensait être sa principale contribution à la société, à la création de son entreprise, vu la façon dont l'entreprise s'est orientée, c'est plus exactement ça, c'est autre chose, c'est perçu différemment dans la tête des employés, dans la tête des clients, et pour être mieux aligné, ça peut être le moment de se relancer dans l'exercice. Alors, pour compléter la réponse, est-ce qu'elle peut évoluer la raison d'être? Une stratégie, un slogan publicitaire a une durée de vie entre une semaine, ça dépend du produit, jusqu'à 2-3 ans, sauf exception de produits qui ont gardé le même slogan depuis des années. La raison d'être, on pourrait la comparer aux valeurs individuelles, à ce que moi je fais de ma vie, pourquoi je le fais. Et globalement, la raison d'être, elle donc a une durée de vie bien, bien plus longue, pour ne pas dire éternelle. Après, est-ce que vos valeurs, elles s'enrichissent au fil de vos années, hein, mais globalement, votre ADN reste le même. Mais vos rencontres, vos réflexions, vos observations vont faire évoluer vos valeurs. Elles ne vont pas changer intrinsèquement. Donc, si la raison d'être, elle peut évoluer dans le temps, elle restera intrinsèquement la même. Si elle doit changer complètement, c'est probablement qu'il y a eu une erreur au moment de la révélation de la raison d'être. Et je reviens sur votre question précédente. À quel moment il vaut mieux écrire sa raison d'être, ou au moins l'inscrire dans les statuts? C'est bien qu'il y ait un petit délai, mais il ne faut pas que ce soit trop tard non plus. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie trop vite pourquoi est-ce qu'on a créé notre entreprise. Donc voilà pour mon analyse sur ce sujet. Merci Guillaume. Donc, je vais enchaîner sur le second module. Donc, ce qu'on propose, c'est de... Après, ça dépend là encore de la taille de la société. Là, on a fait un cas type sur une belle PME déjà dans cette présentation. Les enquêtes à la phase création de projet, comme je l'ai fait avec du Quercy, étaient de moindre envergure, bien entendu. Mais la panoplie complète, c'est une enquête interne quantitative qui donne le score d'adhésion avec un questionnaire très très simple de 3-4 questions, et une enquête interne plus qualitative pour reprendre les points de doute qu'il y avait lors des entretiens du premier module. En parallèle, on fait une enquête en externe avec les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, quelles que soient les parties prenantes, avec là encore du quantitatif. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être via des stories Instagram. Je l'ai fait avec le petit pouce, cette enquête, pour avoir des retours très rapides, oui, non, est-ce que ça vous plaît? Et du qualitatif pour aller chercher la substantifique moelle de l'information, de l'image perçue de l'entreprise. Ensuite, on analyse les résultats, on livre des recommandations sur ce qui nous semble être vraiment l'image réelle et ce qui nous permet de passer au dernier module, celui de la diffusion, celui où on va mettre tout ça en place. On va pouvoir communiquer à ce moment-là. Je passerai la parole à Thierry dans quelques instants. Mais voilà, on va réviser les KPI existants pour les aligner avec les valeurs telles qu'elles ont évolué, avec la raison d'être. On va réviser les engagements de l'entreprise et leur affichage. On va pouvoir faire d'autres recommandations sur la stratégie de l'entreprise. Et notre but ultime, c'est d'obtenir la confiance, la réputation solide de l'entreprise dans la durée. Thierry, toi la parole sur la communication. Sur la communication, on l'a vu tout à l'heure, elle peut être au démarrage de l'audit, mais c'est un audit de la communication, et donc ça, c'est ce qui s'est fait.
elle arrive à un autre moment, c'est en interne. Il est évident que si on rentre dans une démarche de faire émerger la raison d'être, la première partie prenante de cette action, c'est quand même en interne, et donc de la communication interne est à faire. Mais ce n'est pas une communication interne pour dire on est les plus beaux, les meilleurs, etc. Et vous allez voir notre raison d'être. Waouh, c'est juste de montrer qu'on est dans cette démarche-là et que justement, on n'oublie pas les parties prenantes. Donc, je ne parlerai pas beaucoup de communication interne. Alors après, on arrive, quand on a sa raison d'être, quand on a sa raison d'être, eh bien, il en découle une raison, une manière d'être. Parce que c'est bien beau d'avoir une raison d'être, mais on arrive à une manière d'être. Et alors là, c'est là qu'on voit si justement, quand on a défini des valeurs, eh bien, on a mis des engagements en face. Et est-ce que ces engagements sont réalisés? On parlait de mesure au tout début. Eh bien, si on mesure ces engagements, eh bien, on peut parler de manière d'être, parce que cette manière d'être, elle est décelable. Eh bien, c'est justement là, et simplement quand on est dans la manière d'être, c'est-à-dire quand on a la preuve de ce qu'on avance, et qu'on n'avance pas non plus sur des trucs qui sont tout à fait superflus et cosmétiques, eh bien, là, on va avoir une raison de dire. Et l'un des problèmes qu'on voit sur la communication actuellement, c'est que tout le monde surfe encore sur cette idée que raison d'être, engagement, RSE, eh bien, c'est l'occasion de communiquer. Eh bien non, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas l'occasion de communiquer. Il ne faut communiquer que quand on peut apporter réellement la preuve de ça. Et donc là, on a la raison de dire. C'est un peu confus, mais ce que je veux surtout évoquer là, c'est qu'on met quasiment tout le temps la charrue avant les bœufs, et c'est très, très embêtant parce qu'on a créé cette logique de washing. C'est-à-dire quand on dit qu'on fait du greenwashing ou du purpose washing, ben c'est tout simplement, certains étaient malhonnêtes, ok, très bien, mais c'est surtout un manque de conscience de la communication par les services de communication ou les services de la direction générale, et on est pressé de dire ah oui, oui, on s'engage dans cette voie. Bah oui, mais maintenant le consommateur ou le client en B2B, eh bien, ça ne lui suffit pas qu'on le dise, il faut pouvoir à chaque instant le prouver. Donc, communiquer son pourquoi, oui, mais à partir du moment, et seulement à partir du moment où nous avons des preuves tangibles de nos engagements, des engagements que nous avons promulgués au travers de notre raison d'être, et puis des chartes. Alors, je viens de dire le mot charte, ce qui veut me faire un petit flashback, pardon. Il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'une raison d'être doit être courte ou pas? Enfin, est-ce que Laurence y a répondu très bien tout à l'heure en disant oui, la raison d'être va être un peu comme un slogan de communication. Elle doit être assez courte, assez concise. Mais par contre, courte et concise, elle prête à l'interprétation. C'est de la linguistique. Et il est important, il est tout à fait fondamental que quand on a fait tout le travail d'émergence de la raison d'être, de ses engagements, des valeurs, etc., voire de sa mission, et quand on le formalise, eh bien, il faut faire une charte, un manifeste où tout est écrit, et là, vraiment développé pour que chaque terme ait un sens. Je reprendrai mon sujet favori sur le respect. On voit dans les valeurs le respect, voire même dans la raison d'être, eh bien, définissons le respect dans des cadres particuliers. Je reprendrai là encore mon bâton de pèlerin sur Vivendi, et qui énonce justement le respect, mais qui, quand il l'énonce avec des précisions sur le mot respect. Parce que si on énonce le mot respect de toutes les parties prenantes comme ça, eh bien, on se retrouve coincé à normalement ne pas pouvoir faire d'OPA inamicale, et on se retrouve surtout avec un grand écart, parce que cette OPA, sans mettre de jugement de valeur, eh bien, elle touche à un problème fondamental de politique publique et de service public. Est-ce qu'il fallait dépasser et multiplier par 2 la taille de l'entreprise pour pouvoir assumer dans l'avenir
sa raison d'être de service public. Donc voilà, il y a des mots, il y a des choses, c'est assez sérieux la communication et il faut toujours être bien précis dans les termes qu'on utilise et surtout attendre les preuves pour pouvoir dire qu'on a fait ceci ou cela. Plein de précisions. Je crois que tu voulais parler de Veolia, Thierry, mais je pense Oui, que oui, merci de me corriger sur mes imprécisions qui sont stupides, absolument. Guillaume, devenir société à mission? Oui, alors je vais d'abord essayer de répondre à la question de Sylvie. Une raison d'être peut-elle être protégée comme une marque? Eh bien, je ne répondrai pas parce que je ne sais pas, c'est une bonne question. Je ne suis pas juriste. Intuitivement comme ça, je dirais que dans le premier temps, non, mais c'est peut-être plus. Je sais qu'une marque peut être protégée, un nom de société peut être protégé. C'est une bonne question. Je vais me renseigner et essayer d'apporter une réponse. Certaines professions regroupent-elles plus d'entreprises à mission ou avec raison d'être, ou cela n'est-il pas lié à l'activité des sociétés? Alors, le premier constat, et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, c'est que c'est essentiellement plus des 2/3 des entreprises à mission sont des petites entreprises de moins de 20 personnes. Donc, a priori, on n'est pas trop dans l'industrie. Donc, la plupart des sociétés sont des sociétés de services. Et avez-vous des informations sur la mise en place des ETI qui n'existaient pas? Avez-vous des informations sur la mise en place des ETI qui n'existaient pas? Alors, je ne comprends pas très bien la question. Qu'est-ce qui n'existait pas? Les ETI, les informations? Ils n'avaient pas été homologués encore, les OTI. C'est en train de se finaliser. Je pense que c'est ça là, que Sylvie veut nous dire. Oui, voilà. On a sélectionné un certain nombre de partenaires qui sont en train d'être homologués OTI pour pouvoir conseiller nos clients quand ils vont devoir être comment ça s'appelle, pas certifié, mais quand on va y avoir la vérification par l'organisme tiers indépendant du statut, de la qualité de société à mission, voilà, on est en train de s'entourer de ces organismes tiers indépendants présumés. Oui. Donc Sylvie devait parler du référentiel qui va être utilisé pour auditer les entreprises et sociétés à mission, j'imagine. Ou c'est pas ça la question? Des informations sur leur mise en place. Est-ce que ça y est, ils ont obtenu leur homologation? C'est comme ça que oui, c'est-à-dire qu'il y a le dispositif de certification. Enfin, oui, ce qui vont être accrédités, c'est ça. Quels sont les organismes accrédités? Il faut qu'ils soient accrédités. Tous les organismes, au départ, aucun ne l'est au départ, et au fur et à mesure, ils le deviennent quand ils font la démarche. Alors, devenir société à mission. Et là, je vais pouvoir répondre en même temps à plusieurs questions qui étaient posées par Sylvie. Alors, quelques réponses. À fin 2020, on avait, zut, on n'a pas mis le dernier graphique, mais ce n'est pas grave, la qualité de société à mission, donc elle est née en mai 2019. À fin 2019, il y a eu 8 précurseurs. À fin 2020, il y avait 88 sociétés à mission en France. Et à fin juin 2021, j'ai été obligé de faire travailler ma mémoire, on doit être à 250 sociétés à mission en France. Donc, il y a une montée exponentielle du nombre de sociétés à mission, c'est la bonne nouvelle, et en même temps, elles ne sont pas encore par milliers, ne se comptent pas encore par milliers, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui veut dire que n'importe qui ne s'engage pas dans cette qualité-là. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion. Les entreprises savent qu'inscrire dans ces statuts une raison d'être engage l'entreprise et l'expose, si elle ne respecte pas sa raison d'être, à des attaques, à des poursuites, ou au moins à un discrédit auprès de ses parties prenantes. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la manière dont on regarde ces chiffres, c'est un bon signe. 2/3 des sociétés comptent moins de 50 salariés. Je disais moins de 20, c'est moins de 50. Ce qu'on voit, c'est que 33% des sociétés à mission sont des micro-entreprises. Donc, potentiellement, elles ont inscrit leur raison d'être au moment de la création, au moment de la rédaction des statuts. Et j'ai vu une question tout à l'heure de Sylvie qui me demandait est-ce qu'il faut passer par une annonce légale? Et c'est peut-être ce qui me pousserait à dire qu'il faudrait inscrire la raison d'être après la création. Eh bien, quand on a
inscrit la raison d'être après la création, il n'y a pas besoin de publier d'annonce légale. Tout simplement parce que l'avis de constitution de la société n'a pas été modifié. Quand on modifie les statuts, il y a une obligation d'annonce légale quand l'avis initial de création de société a été modifié. Donc, si vous, dans votre avis constitutif, vous notez la qualité de société à mission et que vous notez la mission que vous êtes définie, oui, par la suite, si vous devez modifier votre raison d'être ou l'ajuster, la faire évoluer, il faudra faire une annonce légale. Je vois une autre question. Existe-t-il déjà de la jurisprudence liée aux sociétés à mission? Pas à ma connaissance. Alors, jurisprudence, je sais sur quel domaine, sur la protection de la raison d'être, sur l'opposabilité de la qualité de la mission. Je laisserai préciser dans le chat, hein, Sylvie. Ça viendra de toute façon avec les premiers retours des OTI. Donc, on a encore 2 à 3 ans avant d'avoir des rapports de mission par les OTI et oui, éventuellement la jurisprudence commencera à ce moment-là. Mais absolument, parce que les premières missions, on l'a vu, elles datent de fin 2019. Et sachant que le premier audit a lieu au bout de 18 mois pour les entreprises de plus de 50 personnes, je crois que Danone était dans la promo 2020 ou 2019, je ne sais plus, Clarence. 2020. De toute façon, le 2019, les gens l'ont annoncé, mais ils n'avaient pas encore la certification. Ce n'était pas paru au journal officiel. Donc, c'est le décret sur les sociétés à mission. Donc, ça a pu vraiment être enregistré en 2020. Donc, je pense en 2022, on va commencer à rentrer dans le dur. Donc, la répartition géographique, on voit que 50%, plus de 50% des sociétés à mission sont concentrées sur le bassin parisien. Ça reste encore là. Oui, le bassin parisien représente encore une large majorité. Si on regarde sur les régions bretonnes représentées ici par Thierry, on voit qu'il y en a. Alors, il faut multiplier les chiffres parce que on n'a pas actualisé, mais il faut multiplier à peu près par 3 hein, pour avoir une bonne photographie. On a une dizaine sur la. Ça en ferait 9 sur la Bretagne. Bon, bientôt 10 parce qu'on a un client qui va passer société à mission d'ici quelques semaines. Sur le Grand Est que je représente, on doit être à peu près à 5 sociétés à mission. En tout cas, quand Authentice est devenue société à mission au mois d'avril dans les Ardennes, c'était la première dans les Ardennes à devenir société à mission. Et sur le Sud-Est, représenté par Clarence, on est à peu près à 4 ou 5 sociétés à mission, bientôt 6. Le Sud-Est est un peu en retard, mais ce que je peux dire, Anne Mollet, la directrice générale de la communauté des entreprises à mission, faisait une présentation au Forum des entrepreneurs au Vélodrome la semaine dernière. Elle était très fière d'annoncer que les sociétés à mission de province cumulées venaient de dépasser la région Île-de-France. Donc, ce n'est plus un truc de bobo parisien. Elle en était très contente. Eh bien, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ensuite, sujet suivant. Alors, les acteurs de la construction. On l'a vu, une raison d'être au niveau juridique. Je peux très bien l'écrire dans mon coin et aller modifier mes statuts. Donc, on a vu que ce n'était pas la bonne méthode parce que si, et ça ne manquera pas de l'être, si on découvre que ma raison d'être que j'ai écrite, elle ne correspond pas à ce que je suis réellement, à ce qu'est mon entreprise, ça va être du pur pose washing et je vais être sanctionné immédiatement par toutes mes parties prenantes. Et mes salariés en premier, mes clients en second. Dans 93% des cas, c'est parti d'une vision du dirigeant. C'est certain que, et on la formalise dans notre méthodo, faut qu'il y ait une conviction des dirigeants au départ. Sans ça, ça n'avance pas. Donc, ça part d'une conviction et ensuite, c'est redistribué, c'est pris en main par les équipes. Donc, avec un travail de l'équipe direction générale, bien sûr. Consultation des actionnaires. Alors, c'est un prérequis pour les actionnaires parce que c'est eux qui financent l'entreprise et en même temps, la raison d'être, elle vise un petit peu aussi à engager les actionnaires sur une vision autre et pas uniquement financière. La consultation des salariés, dans 60% des cas, elle a lieu. Pour nous, c'est encore insuffisant, ça devrait être 100%.
Consultation large auprès des salariés, vous voyez, c'est que 53%. Et consultation des parties prenantes, c'est 40%. Cet indicateur pour montrer que pour nous, ce n'est pas encore abouti. Tout devrait être à 100%. Même l'accompagnement Surtout l'accompagnement de 3Com. Voilà, donc on va passer au suivant. Alors, les étapes. Les étapes pour devenir société à mission. La première étape, c'est d'abord de s'écrire une raison d'être. Et on écrit la raison d'être, si elle est véridique, si elle a été révélée. Donc, c'est là où il y a le plus gros travail, c'est d'aller la révéler. Ensuite, c'est d'écrire des 1, 2, 3, 4 ou 5, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum, d'objectifs associés à cette raison d'être. Donc, la raison d'être, c'est pourquoi est-ce que mon entreprise existe. Les objectifs, ça va être comment est-ce que je vais agir, comment est-ce que je vais donner corps à cette raison d'être. Ensuite, vous modifiez vos statuts. Donc, vous ajoutez dans la première partie de vos statuts ma raison d'être est la suivante, mes objectifs sont associés sont les suivants, et comment est-ce que je vais mener ma mission. Est-ce que je vais créer un comité de mission ou à défaut, s'il y en a moins de 50 personnes, un référent de mission. Donc, le référent de mission, c'est un comité de mission où il n'y a qu'une seule personne. Dans le comité de mission, il doit y avoir au moins un membre du personnel. Et il est même recommandé qu'il n'y ait pas que des membres du personnel. Il peut y avoir des clients, des fournisseurs, il peut y avoir le maire de la ville, du village, des parties prenantes. Et quand c'est un référent de mission, ce référent de mission, il peut faire partie de la société ou il peut être extérieur à la société. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de micro-entreprises où il n'y a que 1 ou 2 salariés qui souvent font partie de l'organe de direction. Or, l'organe de direction ne doit pas être dans le comité de mission. Et donc, il y a un certain nombre de micro-entreprises qui font appel à un référent de mission extérieur à l'entreprise, un prestataire. Donc, même si je suis tout seul, je peux devenir société à mission parce que j'aurai cet organe de suivi de mission qui sera mis à disposition. L'étape suivante interviendra au bout de 18 mois pour des entreprises de plus de 50 personnes et 2 ans pour les entreprises de moins de 50 personnes. C'est la validation de la démarche par un organisme tiers indépendant. Et donc, à partir d'aujourd'hui, il y a des OTI qui sont disponibles et qui ont demandé leur accréditation pour mener à bien cet audit. Dernière remarque sur la société à mission. J'ai regardé en même temps je regardais les questions, voir si j'avais bien répondu à toutes les questions, mais Sylvie reviendra dessus si j'ai oublié de répondre à certaines questions. En tous les cas, en conclusion par rapport à cette société à mission, le plus important, c'est d'abord de se définir cette raison d'être et la mission que vous vous êtes confiée. Et savoir où on va, c'est bien, montrer qu'on y va, c'est encore mieux pour impliquer l'ensemble des parties prenantes, c'est vraiment de l'inscrire dans son ADN. L'avantage d'être société à mission, c'est que cette raison d'être, elle va être opposable à tous les tiers et vous pourrez communiquer dessus, que ce soit sur votre site internet, sur vos documents officiels. Et à chaque fois, ça vous engage vous et ça vous donne une légitimité par rapport à vos clients, par rapport à vos fournisseurs. Avec le danger, entre guillemets, danger, hein, mais qui pour nous est une opportunité, c'est qu'on nous rappelle à l'ordre régulièrement en disant la raison d'être de ta société, c'est ça, eh ben, est-ce que tu es cohérent avec ta raison d'être? Et c'est justement parce que nous pensons que c'est important de passer vers une économie alors on est dans une économie de marché, mais qu'on peut passer vers une économie responsable, on pense que c'est important de passer cette étape-là. Voilà ce que je pouvais dire sur la société à mission aux différentes étapes. Bien sûr, vous pouvez me recontacter si vous avez besoin de plus de précision. Et me sonner si je n'ai pas répondu à toutes les questions dans le chat. Je propose qu'on fasse un tour de table. Si vous avez encore des questions, si on voulait parler de vos problématiques du moment. Sylvie, est-ce que vous avez trouvé une solution pour le micro? Si oui, n'hésitez pas. J'ai cru entendre. Elle nous a dit que c'est parfait. Elle nous dit que c'est parfait, Sylvie. Merci beaucoup, si vous avez d'autres questions, des
des problématiques par rapport à vos prospects ou vos clients à l'heure actuelle que vous voulez partager, n'hésitez pas. Cécile, de la même façon. Et il y a Sinan, je crois, qui s'est connecté Sinan, aussi. ça m'intéresse beaucoup d'avoir son avis. Je veux savoir pourquoi. Parce que la mission et la raison d'être, c'est quelque chose qui commence à nous parler, mais qui est quand même, je dirais, presque naturel dans les générations millénium. Et si Sinan pouvait je ne sais pas s'il est disponible pour intervenir, mais j'aurais aimé avoir son retour. Mais est-ce qu'il est disponible pour parler? Parce que Sinan est un étudiant à l'IUT de Charleville. Est-ce qu'il peut... Sinan, est-ce que vous pouvez nous répondre ou est-ce que vous êtes peut-être qu'il est en cours? En tout cas, Sinan, si vous ne pouvez pas nous répondre maintenant, j'aurai votre retour quand on se reverra sur le campus. Il n'y a pas de questions supplémentaires. On pourra peut-être avoir le mot de la fin. On va le laisser à Clarence ou Thierry? Ah bah Clarence. Clarence, naturellement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà de vous remercier d'avoir assisté à notre webinaire. Vous dire qu'on est disponible s'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas pensé aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Par message, on vous répondra avec plaisir si c'est dans notre domaine de compétences. Et puis, si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages aussi, parce qu'on diffuse, pas quotidiennement, mais presque, sur la page de 3Com, notamment sur la page d'Autentis, des informations sur ces sujets de raison d'être, de société à mission, de valeurs, de culture d'entreprise. Et puis regardez aussi la chaîne YouTube de 3Com parce qu'il y a des émissions tous les mois, Purpose Info Focus, qui vous donneront, je crois, de matière à penser sur ces sujets. Donc, je vais conclure là-dessus. Merci à tous. Et maintenant, la raison d'être en pratique. Et maintenant, la raison d'être en pratique avec mes collègues Guillaume et Thierry. En effet. La raison d'être en pratique. Hein. Eh bien, merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Sinan et merci Sylvie. Merci à vous. On se souhaite de se recroiser un jour. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.